Dans ce contexte, nous allons essayer de mieux comprendre justement les échelles dans lesquelles nous raisonnons et nous travaillons. J'ai le plaisir d'ouvrir le débat avec Étienne Rodery, qui va lancer un petit peu le débat avec quelques suggestions, quelques pistes, et qui va essayer de nous dire comment l'on peut mieux gérer les aires marines protégées, à quelle échelle. Étienne, merci. Quand on m'a demandé de citer 3 mots-clés pour les projeter à l'écran, j'ai commencé à réfléchir à l'histoire. Pourquoi me suis-je dit que le terme d'historique est important? Eh bien parce que j'ai l'impression que pour une raison ou une autre, tous ces groupes de gens qui travaillent sur les AMP, quelque part, négligent ou occultent cette longue histoire que nous avons sur les zones protégées terrestres. Et je crois qu'à partir de cet historique, on peut en tirer des enseignements, on peut apprendre. Et quand on apprend de l'histoire, on voit qu'il y a des opportunités fantastiques pour nous de trouver notre propre chemin à travers les arcanes de la politique qui gère les océans, et surtout pour ne pas répéter les erreurs que nous avons pu commettre. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Donc ce sera mon premier mot-clé. Cela dit, je pense que l'histoire a une influence sur notre façon de raisonner, de penser aux aires marines protégées. Ma mère est prof d'histoire, merci. Et ce qu'elle m'a dit, on n'apprend jamais de l'histoire. On est incorrigible, nous les êtres humains, on refait toujours les mêmes bêtises. Peut-être pourrions-nous travailler à changer cette mauvaise habitude. John Piaget, MPA News, vous êtes basé à Washington. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces échelles, small is beautiful, pas forcément toujours que ce soit grand et grandiloquent? Merci. Je passe plus de gens à faire des interviews avec des gens qui gèrent des AMP que d'y réfléchir moi-même. Donc, je suis un petit peu un élément rapporté dans ce débat. Mais je vais quand même essayer d'intervenir et vous livrer le fruit de l'expérience que j'ai pu assimiler au cours de toutes ces années. J'ai beaucoup rendu compte de ce qui se fait. La taille d'un tel site dépend bien sûr des objectifs que l'on s'est fixés. Ça a été dit à de nombreuses reprises au cours de cette conférence. Et aussi la chose suivante, si votre objectif c'est d'avoir une AMP qui intègre les communautés locales, qui est le soutien des communautés, si vous voulez gérer les habitats menacés de la région côtière, avec là encore l'aval, le soutien des communautés, eh bien, dans ce cas-là, il vous faudra des petites AMP, même si les grandes aires marines ont cette espèce de rayonnement, et je pense à l'objectif 11 d'Aichi, donc il faudra passer par de grandes aires marines. Il faudra arriver à ces échelles-là. Mais les petites AMP permettent d'avoir, je dirais, plus d'impact immédiat. Plus d'impact en termes de conservation de ces aires menacées. Donc les petites AMP sont essentielles. Alors, c'est quoi la vraie question? Big is beautiful? Nous allons nous adresser à quelqu'un qui gère, lui, les grands océans. Dans le travail que vous faites, quel a été le principal challenge quand il s'est agi de comprendre la dynamique des grands systèmes et à quel point cela est important pour protéger? Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis scientifique, donc je vais, moi, apporter la perspective du scientifique. Je travaille pour la plus grande aire marine protégée des États-Unis et qui longtemps a été la plus grande du monde même. Du point de vue de la science, ces endroits offrent des chances de recherche, des potentiels de recherche incroyables. Ce sont des laboratoires naturels.
nous avons moins d'impact de l'homme, comme la pollution, tout ça, tout ce qui touche plutôt les zones côtières ou qui frappe particulièrement les petites AMP est moins prévalent dans les grandes aires marines. Donc du point de vue scientifique, ces grandes zones protégées nous permettent de travailler comme dans un laboratoire de façon protégée. C'est un privilège. En termes de protection, parce que ces zones sont souvent reculées, on arrive mieux à protéger des écosystèmes, des espèces, et on a donc moins d'impact. Mais enfin, les humains sont omniprésents, et ces endroits existent parce que l'homme n'y est pas allé, et l'homme n'y est sûrement pas allé parce qu'il n'y avait rien à y gratter, pour ainsi dire. Rien à exploiter. Est-ce que ces grandes aires ne sont pas une fausse représentation de la réalité de l'état des fonds des océans? Oui, ça soulève la question de ce que l'on veut protéger. Et puis, un argument important, et malheureusement nous sommes comme ça, nous les humains, c'est notre première source de denrées alimentaires, l'océan. Et ces grandes aires marines sont des espèces de refuges, des sanctuaires où on retrouve une abondance, en espérant bien sûr que ça n'ait pas de retombées négatives sur les zones plus peuplées autour. Étienne, pourquoi ne pas gérer un écosystème dans son intégralité? Qu'est-ce que vous pensez d'une approche globale, intégrale? Mon idée, moi, c'est que quand on regarde la tendance actuelle dans la gouvernance des océans, eh bien, non seulement il y a la tendance aux AMP, eventually, and my concern is about this focus on MPAs, while other people are focusing alors moi, on other kind of exploitation. Ce sont les AMP qui m'intéressent, d'autres s'intéressent plus à d'autres formes d'exploitation de l'océan. Et cette situation un peu de porte-à-faux, délicate, n'est peut-être pas une bonne chose pour la conservation en tant que tout. Ce focus sur des aires, cette gestion territoriale, isolée, qui oublie un peu le reste, qui oublie tout ce qui se passe au même moment, aux alentours, ailleurs, ça me fait un peu peur. On parle aujourd'hui de planification au niveau d'écosystèmes, IPSAS, etc. Oui, mais, il faut néanmoins raisonner en termes de système global de l'océan mondial, pour ainsi dire, pour être à même d'évaluer les politiques de conservation par opposition à d'autres formes d'exploitation. On ne pourra pas faire autrement. Et là, c'est quelque chose qu'on a loupé, on est passé à côté sur la Terre. Donc vous dites qu'on est aveugle, on s'enferme dans les frontières des AMP et que le monde autour, lui, bouge et que nous, on ne bouge pas. John Davis, vous êtes d'accord avec ça, avec cette critique? Vous faites le même constat? C'est une idée, comment dire, noble. Si j'ai bien compris votre position, vous seriez pour éventuellement l'exploitation des réserves halieutiques dans tout l'océan, mais il faudrait que ce soit fait de façon durable, raisonnable. C'est ça que vous dites? Oui, dans l'idéal, de façon idéale, ce serait le système qu'il nous faudrait. Mais bon, on n'en est pas là aujourd'hui, c'est évident. Ce que je voulais soulever, c'est que se concentrer sur les AMP, c'est peut-être la preuve de notre incapacité à avoir une approche globale et à affronter les grandes questions politiques, la pêche industrielle, les mines sous-marines, etc.
Je pense à la haute mer aussi. Bon, la haute mer par rapport à la terre, c'est pas pareil. Sur la terre, il y a des gens qui vivent, donc c'est différent. Je crois qu'il faut vraiment faire de l'intersectoriel pour travailler ensemble, pour arriver ensemble à changer les choses, non pas à un endroit A ou B de façon ponctuelle, mais de façon globale. Dan, vous vous reconnaissez là-dedans ? Je suis entièrement d'accord avec le fait qu'on ne peut pas gérer des ressources isolément et qu'on ne peut pas ne pas les gérer à l'extérieur des AMP. Mais je crois aussi que les AMP peuvent nous aider à mieux gérer les ressources à l'extérieur de ces aires marines protégées. Les grandes AMP ont bien sûr des super écosystèmes et ça nous donne un peu le repère. C'est un peu la référence, le repère qui nous montre de ce à quoi devraient ressembler des biosystèmes si l'on pouvait enlever l'homme de l'équation. C'est comment dire, c'est l'idéal. Les AMP, c'est l'idéal. Si on ne fait que de l'apnée, que de la plongée, si l'on ne pêche pas, ben voilà à quoi ressembleraient les mers de ce monde et les océans. Mais à partir du moment où vous plongez ailleurs, vous voyez bien la différence. Et ça nous montre à quoi les écosystèmes pourraient ressembler si l'on arrivait à maîtriser la gestion de nos ressources. On pourrait formuler cela comme suit. On ne saura jamais où on peut aller, vers quel écosystème on peut retourner si on n'a pas des repères. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème naturel? Il faut bien qu'on les voit quelque part. Et c'est ça le propos des AMP. The world should look like, and the older you get, and I'm maybe the oldest one already in this panel. Quand on vieillit, et moi je suis le plus vieux d'entre vous, et quand on a vu les changements au fil des années, on se dit ça va être très difficile de revenir où on a été, difficile de retourner vers ces écosystèmes originels. Alors, différentes échelles, ça a été abordé tout à l'heure. John, vous avez dit qu'il faut la bonne échelle pour le bon problème. Vous pouvez nous expliquer ce concept? À chaque problème, son échelle, vous avez dit. As I described, there are some things that smaller nearshore MPAs are better at doing. Parfois, il y a des choses que les petites AMP en zone côtière font mieux. Quand vous avez des environnements côtiers très dégradés, très impactés par l'homme, c'est plus facile de travailler avec des petites AMP. Rapidement, peut-être un point que j'aimerais dire sur les grandes aires marines et sur l'objectif 11, etc. On en est à 3% de couverture, on veut aller à 10% d'ici 7 ans. Pour vous donner un ordre d'idée sur l'échelle dont il est question ici, la taille moyenne des AMP était de moins de 2 km il y a 2 ans. Pour arriver de 3 à 10% en 7 ans, si nous ne faisons que des AMP moyennes, ça demanderait 11,2 millions d'AMP de taille moyenne pour arriver au résultat. Je ne dis pas que c'est impossible, mais bon, quand même. Alors que des grandes AMP, comme en Australie, le récif corallien, 1 million de kilomètres carrés, si vous voulez passer donc de ces 3 à ces 10% de couverture en 7 ans, si vous ne travaillez que sur des grandes AMP d'1 million de kilomètres carrés, il ne vous en faudra que 23. Pour arriver à l'objectif 11 d'Aichi, il faudra bien raisonner en AMP plus grande. Parce que bon, il y a la représentativité, il y a toutes les mesures de conservation. Quand on ne raisonne qu'en termes de pourcentage, on ne pourra y arriver qu'avec de grandes aires marines. Et ça, c'est déjà un driver très fort, c'est un objectif qu'on s'est fixé, un objectif pour tout un nombre d'organisations qui se font les avocats de ces grandes aires marines. Et je crois qu'il faudra passer par là. Oui, mais il y a des gens qui disent que c'est un peu facile, ça. Surtout pour que les anciens pays
qui ont eu des colonies s'en tirent bien. Il n'est pas besoin de protéger les océans en Europe. Pensez à l'Empire britannique, à la couronne et à toutes ces anciennes colonies. Et là, le reproche a été fait à l'Angleterre, qu'en Angleterre même, il y avait très peu d'AMP. C'est vrai ça, ce qu'on dit ou... Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a 15 jours, la World Wilderness Conference a eu lieu à Salamanque, avec un débat sensiblement différent de celui que nous avons là. That is probably could be argued an ecosystem service in itself, at least. Donc, là, on raisonne encore une fois sur les services écosystémiques. Dan, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux que répéter ce que j'ai dit. On ne peut pas oublier les ressources qui entourent les AMP. Une AMP n'est pas un îlot isolé. Voilà, c'est comme ça. Et il faut aussi protéger des aires marines plus grandes, avec des gros écosystèmes, avec beaucoup d'espèces. Mais il ne faut jamais oublier les ressources qui sont proches des communautés, des êtres humains. L'administration Bush a laissé un héritage. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que, et on a entendu des exemples du Mexique, il y a des gens qui disent que il faudrait protéger les fonds, ce qui est politiquement envisageable, faisable, et pour affronter le grand combat plus tard. Mais nous savons qu'énormément de productivité se trouve en surface. Et à part les gros poissons, il n'y a pas grand-chose non plus sur les fonds marins. Et si on enlève 90% de la biomasse, on aura au fond un biosystème beaucoup plus pauvre. Et c'est ça à gérer? Non. Ne faut-il pas regarder la totalité d'un écosystème dans toute sa profondeur? Qu'est-ce que vous en dites? Puisque je sais que vous avez énormément réfléchi à ça. Je ne suis pas le spécialiste pour ce genre de questions, mais vous avez pris un bon exemple. La relation est difficile entre l'AMP et le reste autour des autres ressources. Je reviens à l'objectif des 10% de couverture. Il y a 3 options. Premier scénario, on n'arrive pas aux 10% en 2020. C'est assez probable, malheureusement. Mais peut-être que Mats Bagling et ses collègues auront raison et peut-être que nous arriverons. Deuxième scénario, on arrive à 10%. Mais avec une très mauvaise gouvernance, avec peu de contrôle et de surveillance et d'application, peu de respect, de conformité, et on retrouve les problèmes que l'on connaît déjà. Et l'autre scénario, ce serait d'arriver dans l'idéal à 10% de couverture avec une bonne application, une bonne surveillance, une bonne conformité, etc. Mais étant donné la connectivité des mers, ces 10% devront forcément inclure tous ceux qui vivent de la mer ou dans la mer ou à proximité de la mer. Donc si nous voulons vraiment arriver à ces 10%, quoi qu'il en soit, il faut que le monde entier travaille ensemble. Le monde entier, le monde marin, je veux dire. À cause de cette connectivité, à cause de la liberté des mers, à cause de la connectivité écologique, biologique, etc. On ne peut pas dire « je protège 10% des mers et pas le reste ». Si on veut arriver à 10%, mais 10% réel avec une conformité, un respect de la législation, il faut s'occuper aussi de toutes les autres ressources avoisinantes. Dan, une gestion, une protection isolée, vous pensez que ça peut marcher quand même? Et on voit que ça fonctionne parfois. Peut-être qu'il ne faut pas forcément que toutes les mers soient interconnectées, toutes les aires marines. Est-ce qu'on est forcément tous dans la même mer? Les mers sont connectées de façon que nous ne maîtrisons même pas. Les grandes AMP ont un avantage phénoménal, c'est que dans de nombreux cas, elles incluent aussi toutes ces frontières où traversent par exemple les espèces. Donc les grandes AMP, même les grandes AMP ne peuvent pas complètement regrouper tous les schémas de circulation des espèces. Il y a toujours des flux qui viennent de l'extérieur, qui rentrent dans notre AMP. On a énormément de problèmes de débris sous-marins qui viennent de l'extérieur.
On est toujours connecté, on est toujours connecté. Il faut gérer le monde entier, malheureusement. Je ne vois pas d'autre solution. Bon, donc si tout le monde ne joue pas le jeu, on est foutu, quoi. En gros, c'est ça. Je reste optimiste. Je suis sûr que l'on peut faire du bon travail à certains endroits et montrer au reste du monde qu'il y a des choses à faire et qu'on peut progresser. Je reste optimiste. John, qu'est-ce que vous en dites? Oui, moi, ce qui vient d'être dit, je le rejoins à ça quand même. Ce débat me rappelle ce que Dan Lafollé et Max Balding disaient au cours de ces dernières années, à savoir qu'on a beaucoup parlé de ces 10%, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des 90% autour? Ou pourquoi ne pas parler de 100%? C'est l'intégralité des océans qu'il faut gérer. Ne pas s'obnubiler, se concentrer uniquement sur nos aires marines protégées. Il ne faut pas rester dans notre bulle là, avec tous ces défis. Moi, je pense que ce sera difficile. Ce sera difficile de s'occuper de toutes les mers, de tous les océans. Toute cette connectivité de tous ces vases communicants. Il faudra énormément de gens, il faudra mobiliser énormément d'acteurs pour résoudre tous ces conflits. Mais nous n'avons pas le choix. Il faudra continuer à œuvrer dans ce sens. Les AMP font partie de ces aspirations, elles sont des outils importants. Elles sont des outils multifonctionnels avec lesquels on peut faire énormément de choses selon les objectifs que l'on a, gestion des espèces, protéger les écosystèmes, le monde sauvage, etc., le monde animal. Mais il y a aussi tous les autres aspects de la gestion océanique qui font partie de cette boîte d'outils que nous devons utiliser. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que d'une certaine façon, vous n'êtes pas complètement convaincu par l'argument des AMP. Vous dites, oui, bon, on passe un peu à côté du principal. Et puis d'autre part, on a à l'évidence cette situation qui a été décrite. Il nous faut des exemples à montrer. Il nous faut des références, des endroits qui montrent ce que c'est qu'un écosystème sain, originel. Il faut bien les avoir, ces vitrines. Les gens qui viennent du monde de la pêche, eux s'en foutent. Les océans sont dégradés et disent on gérera des systèmes modifiés. Mais quand on a des systèmes sains qui sont des références, ça n'est plus drôle du tout, du tout. On a énormément d'exemples qui montrent ces différences. Moi, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi ne pas avoir des îlots d'espoir? Pourquoi ne pas avoir besoin de ces lueurs ou de ces lieux d'espoir au milieu de l'océan? Il y a des arguments pour ça? Moi, je viens des sciences sociales et j'ai étudié l'historique des politiques de conservation. Et ce que l'on peut dire quand on fait cette analyse, c'est qu'une aire protégée, c'est toujours quelque chose qui connecte non seulement différents types d'écosystèmes, d'organismes, mais c'est aussi toujours le résultat d'une façon particulière, spéciale de gérer les choses. C'est une façon d'être différent du reste de la société. C'est une démarche défensive, une approche défensive du reste de la société. Si vous voulez être mainstream, peut-être qu'il faudra se changer soi-même. Pas que nous changions, que nous changions les autres. Bon, ça, je sais que ce sont des objectifs à long terme, mais en même temps, si on continue à se cloisonner, se confiner dans des AMP, on restera incapable d'avoir plus de portée. On n'aura jamais cette vue globale, beaucoup plus large de comment vivre dans ce monde. Parce qu'il faut inclure aussi tous les autres autour, toutes les autres activités, tous les autres secteurs autour de nos AMP. Ça, c'est mon plaidoyer. C'est critique comme démarche, mais il faut rester réaliste, optimiste. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Mais il y a une façon de voir les choses, c'est de faire preuve de révisionnisme historique. Réécrire l'histoire au fur et à mesure qu'on la vit, redéfinir ce que l'on avait, etc. Ça s'appelle le révisionnisme. Et à un moment, vous avez essayé d'expliquer pourquoi nous sommes arrivés, nous sommes arrivés. Ensuite, on fait une cartographie de l'avenir, une feuille de route, soit très idéaliste si on n'y arrivera pas,
ou alors c'est trop réaliste, ou alors vous êtes trop modeste dans vos objectifs. C'est un peu comme ça que j'ai perçu votre démarche, mais je fais visiblement partie des gens à propos desquels vous vous inquiétez. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il faut qu'il y ait des endroits dans l'océan où l'empreinte de l'homme ne doit pas être présente. Il y a des endroits où l'homme ne doit pas aller. Il faut qu'il y ait une vie sauvage. Il faut qu'elle continue à exister, quelle que soit la définition que vous ayez de la vie sauvage. Hier soir, le nouvel ambassadeur WCPA, William Windrom, a dit, il parlait après le film sur les requins, là, et il disait les humains ne sont pas les seuls acteurs. Les requins sont également des acteurs. Et puis les récifs coralliens, etc. C'est pas nouveau, c'est pas révolutionnaire quand on parle d'AMP. C'est pas moi qui en suis l'auteur. Il y a les droits des animaux, etc. Tout ça on connaît. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a du vrai là-dedans. But there's something to be said for leaving parts of the ocean without the heavy footstep of people. Donc je crois qu'il y a vraiment des endroits où l'empreinte de l'homme ne doit pas être vue. Peut-être que parfois il faut effectivement prendre un petit peu de recul. Donc pour terminer, je vous donnerai à chacun une dernière fois la parole pour que vous nous donniez votre message de la semaine. Quelle est la leçon que vous retenez? Quelle est la chose que vous allez mettre en œuvre dès la semaine prochaine? Je commence par vous. Moi, mon impression, c'est que la volonté est là, elle est forte, la volonté de conservation, la volonté de créer des aires protégées, mais en même temps, j'ai l'impression que la volonté politique fait un peu défaut. Dans la façon de définir l'avenir, de définir les objectifs que nous allons nous assigner dans les années à venir. Donc la volonté politique, au final, c'est la chose la plus importante lorsqu'il s'agira de passer à la mise en œuvre concrète sur le terrain. John? A preview of the next MPA news, I guess. Preview, peut-être, du prochain tour de table. Il y a des sujets auxquels je ne m'attendais pas cette semaine. Ça, c'est la leçon que je retiens. La biodiversité, les compensations, les offsets, ce qu'on appelle, fascinant comme sujet. Une thématique qui, à mon avis, n'a pas reçu suffisamment d'attention jusqu'à présent dans le contexte des AMP, mais qui est un sujet prometteur, car ça couvre différents aspects du financement et de la gestion des aires marines protégées. Et puis toute cette idée de certification, ça m'a beaucoup plu aussi. En termes de gestion des AMP, c'est peut-être pas non plus quelque chose de fascinant aujourd'hui. Je crois qu'il faudra un peu plus de temps, de recul avant d'appliquer ces certifications comme la liste verte, mais je crois que c'est un outil qui sera puissant, performant. Pour moi, ça, c'est une avancée importante. C'est un pas en avant au niveau évaluation, au niveau efficacité. Et Dan, pour terminer, pour moi, le message clé dans les sessions auxquelles j'ai participé, c'est le manque de capacité. Ça, pour moi, c'est le gros message. L'avenir de la gestion des ressources marines dépend des capacités. Nous avons des défis incroyables. Les universités semblent ne pas produire les managers dont nous ayons besoin. Les gestionnaires, les agences qui travaillent avec les AMP et les gens qui travaillent dans la gestion des ressources marines doivent, je crois, plus mobiliser la jeune génération, plus l'inclure dans leur programme, doivent prévoir des modules de formation au quotidien pour faire passer le message à quel
point il est important d'aimer, de protéger nos océans. Voilà, merci. Je ne vais pas essayer de faire une synthèse de ce débat qui a été enrichissant, simplement pour vous dire qu'il est clair que nous allons devoir continuer de travailler sur plusieurs échelles. Il continuera d'y avoir des sceptiques, c'est comme ça. Et d'ailleurs, cette conférence a bien prouvé qu'on arrive à avancer ensemble. Et il y a sûrement encore des choses à échanger, que nous pouvons apprendre les uns des autres, mais il faut aussi aller à la rencontre du reste de la société pour ne pas oublier cette interconnexion de tous les mondes dans le monde, comme Yann l'a dit. En tant que communauté, nous avons, je crois, fait des progrès. Je suis fier d'avoir fait partie de cet événement, Impact 3. Merci à l'agence française des AMP de m'avoir invité. En tant que communauté, nous aimons aussi nous amuser. Ça, c'est connu. Et sur ces notes positives, je remercie les 3 intervenants et je remercie également tous les intervenants de la semaine et je vous remercie, vous, mesdames et messieurs.